Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Crime et Enquête. Aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de l'histoire des tueurs fous du Brabant. J'avais, dans ma première vidéo, fait la chronologie des faits avec quelques erreurs. C'est vraiment une histoire avec vraiment énormément de faits. Je crois qu'il y a eu 21 faits qui ont été attribués aux tueurs fous du Brabant. Donc, j'avoue que j'ai mis passablement de temps pour essayer de regrouper tout ça et d'avoir une vision globale. J'espère être un peu plus précise au niveau de ce qui est de vous raconter l'enquête et des principaux suspects. Donc en résumé, l'affaire des Brabants Wallon Killer, c'était 21 attaques, 28 morts. Il y a eu une première vague entre 82 et 83 avec la plupart des attaques. La plupart des attaques ont été faites dans des magasins d'alimentation, la plupart dans des Delhaize et certains dans des Colruyt. Ce sont des magasins qu'on trouve donc en Belgique. La première attaque a été faite en France, à Maubeuge, en 82. Il y a aussi une armurerie qui a été attaquée et diverses personnes qui ont été exécutées, comme un chauffeur de taxi et le gardien d'un hôtel, l'auberge des Trois Canards, enfin d'une auberge plutôt. Et puis il y a eu une seconde attaque, donc il y a eu 20 mois à peu près où les Brabants tueurs n'ont absolument pas fait parler d'eux, ils n'ont fait aucun méfait. Et en 85, ils sont revenus pour 3 attaques, mais 3 attaques particulièrement sanglantes, puisque à la fin de ces 3 attaques, il y a eu 16 morts. Donc vraiment sur la fin, c'était un niveau de violence assez extrême. On sait également que la police a recueilli de l'ADN, sauf erreur, sur un mégot de cigarette qui était attribué aux tueurs du Brabant. Donc ils peuvent aujourd'hui faire des tests ADN pour savoir si certaines personnes sont impliquées ou non. Mais on est 37 ans après les premières attaques et toujours personne n'est sous les verrous pour ces faits. Personne n'a jamais été formellement accusé. Il y a eu des personnes, il y a eu des procès, enfin je vais vous raconter tout ça. Donc la première équipe qui a été soupçonnée, vraiment les tout premiers à avoir fait l'objet de soupçons, c'est la filière Boren et Michel Cocu. Donc eux, ils ont été dans le collimateur de la police via une affaire un petit peu étrange. Donc Michel Cocu, lui, c'est un ancien policier à la retraite. Vous verrez dans cette histoire, il y a passablement d'anciens policiers ou de gens qui gravitent autour du milieu policier. Enfin, vous verrez. Donc Michel Cocu, ancien policier, je crois, municipal, fait des petits larcins, il est connu pour ça, avec une petite bande. Et l'un de ses collègues de vol, en fait, récupère une de ses armes et sa femme, donc la femme de son collègue, je crois qu'il s'appelle Jean-Claude, je sais plus son nom de famille, mais si vous cherchez, vous retrouvez. Et donc la femme de ce Jean-Claude avait passablement peur de son mari, elle le craignait. Donc elle a donné cette arme à l'assistante sociale qui s'occupait d'elle. Et cette assistante sociale a donné l'arme à la police. Alors on ne sait pas exactement comment cette arme a ensuite été analysée et reliée aux tueries du Brabant. En tout cas, la police n'a pas fait de rapport lorsqu'ils ont reçu l'arme. Ça a déjà été un point un peu étonnant. Enfin, disons que c'était pas très... c'est pas la procédure en tout cas. On est censé en tout cas faire un rapport qu'on a reçu cette arme. La police a mandaté 3 experts balistiques, des experts belges, qui se sont les 3 penchés sur cette arme et qui ont dit que cette arme avait probablement servi dans des attaques attribuées au Brabant Wallon Killer. Immédiatement, la police se rend chez Michel Cocu, perquisitionne, trouve également, je crois, d'autres armes et va l'interroger. Au début, Michel Cocu nie toute implication, enfin, il se défend de faire partie des Brabants Wallon Killer, mais il va ensuite avouer une dizaine de fois et se rétracter tout autant de fois. Il va, je crois, donner jusqu'à 28 versions de son implication avec les tueurs du Brabant. Donc c'est assez rocambolesque comme histoire.
Ses collègues vont aussi être interrogés, vont aussi être mis en accusation par la police. Certains vont aussi avouer, alors ils avouent seulement faire partie des Brabant Wallon Killers. Ils vont avouer aussi des faits un peu étonnants, comme par exemple Cangelou Constantin, donc le taximan qui a été tué au début 83, et le monsieur de l'auberge qui a été tué fin 82 aurait fait partie de la bande en fait, mais il ne parle jamais, en fait, il ne s'accuse jamais des attaques. Mais là aussi c'est bizarre parce que aucune des versions colle entre elles, il y a rien qui colle en fait. C'est comme s'il voulait en fait un peu faire plaisir à la police. Et comme je disais, bah donc c'était une époque, ouais, je pense très compliquée pour la police. Il y a déjà passablement de morts. La population, elle est assez effrayée. La population aimerait bien, il y a certainement une pression aussi des médias, qu'on mette une personne sous les verrous, enfin qu'on mette les coupables en fait sous les verrous. Et avec les membres de la filière Borène, il est probable que la police ait pensé avoir les coupables dans les mains et peut-être un petit peu abusé au niveau des techniques d'interrogatoire. Donc il se dit que Michel Cocu a probablement subi des pressions et que c'est pour ça qu'il a avoué et que ses collègues ont avoué. En tout cas, il y a eu un procès d'assises en 88 et ils ont tous été relaxés. Ils ont été 5 à avoir été mis en accusation et tous les 5 ont été relaxés. Et une expertise a été menée après par un laboratoire allemand, laboratoire balistique qui lui est à la pointe des tests balistiques. Et pour ce laboratoire allemand, l'arme, donc le Ruger, le pistolet qui avait été remis par la femme de ce Jean-Claude, membre de la filière Borène, donc à l'assistante sociale qui l'avait ensuite remis à la police, dira que donc les tests balistiques sont formels. Cette arme n'a absolument pas servi aux attaques attribuées au Brabant Wallon Killer. Un autre détail, la filière Borène a été donc parmi la première à être soupçonnée des attaques et ils ont été mis en accusation, je crois déjà dès 84. Il y a des attaques qui sont passées en 85, donc ça colle pas. Et c'est une bande plutôt de petits malfrats, quoi. C'est pas du grand banditisme. Un autre personnage dont on a beaucoup parlé dans cette affaire, c'est Patrick Hammers. Lui, c'est un malfrat très connu en Belgique qui a donné lieu à plein d'histoires et d'histoires vraies pour certaines et des histoires un peu exagérées pour d'autres. Lui, il venait d'une famille aisée. Il avait un peu une carrière toute tracée. Ses parents étaient dans le commerce, donc il aurait très bien pu suivre la voie de ses parents. Mais lui, il s'embêtait un petit peu dans cette vie, un peu dans ce train-train. Donc très vite, il a eu besoin de liberté et de sensations fortes plutôt. Il aimait beaucoup la vitesse, rouler très vite avec sa voiture. Il aimait beaucoup la drogue, l'alcool, les filles. Il aimait beaucoup sortir. Et puis assez vite, il se retrouve en prison pour une peine quand même assez conséquente, puisqu'il va prendre comme première peine, je crois, 3 ans de prison. Et c'est donc en prison qu'il va rencontrer des personnes du grand banditisme et qu'il va se faire un petit réseau. À sa sortie de prison, il va tenter le braquage de banques et il va trouver dans ces braquages des sensations qu'il aime beaucoup et il va devoir très vite répéter ces braquages pour plusieurs raisons, parce que il recherche ces sensations fortes, c'est quelqu'un qui aime ça et c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, qui dépense énormément d'argent. Il fait des opérations toujours de plus en plus violentes et pour amasser toujours plus d'argent, il va s'attaquer à des fourgons blindés et avec toute une équipe et du TNT va être posé sur les portes du fourgon et les fourgons vont exploser. Suite à ces attaques, il va y avoir passablement de morts et je pense que c'est un peu pour ça qu'on le soupçonne des tueries. En fait, il aurait un peu le profil, il laisse pas mal de morts lors de ces braquages. Lui, il va être arrêté, je crois, dans les années 80.
Et c'est assez fou parce que je crois que ça pourrait faire l'objet d'un film. Donc il va être arrêté pour tous ces braquages. Là c'est une petite parenthèse au Brabant Wallon Killer, mais c'est assez fou parce que tous les suspects, il y a que des histoires comme ça. Donc là je suis obligée de vous raconter. Bref, il se fait donc arrêter pour ces braquages. Et lors d'un déplacement au tribunal, ses collègues vont mettre une charge, je ne sais pas si c'est du TNT, mais en tout cas ils vont arriver à faire péter le fourgon, alors que c'était un suspect qui était, enfin un détenu qui était particulièrement surveillé. Hein. La police disait avoir imaginé tous les scénarios sauf celui d'un embouteillage où en fait ses collègues sont arrivés derrière et ont pu faire exploser le fourgon, extirper leur copain, donc Patrick Amers, et filer. Et en fait quelques jours plus tard il était dans un avion en direction du Brésil avec sa femme et une énorme somme d'argent. Sauf que Patrick Amers il a des besoins d'argent qui sont énorme, donc malgré le fort butin qu'il avait avec lui, il est revenu en Belgique pour refaire des attaques. Lors de ces attaques, il y a eu de nouveaux morts, donc c'est assez, bref, c'est assez dingue. Il est retourné au Brésil, il est même revenu en Belgique pour enlever un ministre, donc là c'est le ministre Van Hayden, sauf erreur. On va réentendre parler de ce ministre dans cette affaire des Brabants. Je vous dis, c'est assez dingue. Et il va se faire finalement quand même arrêter au Brésil. Il a probablement été dénoncé par soit l'un de ses collègues, ses collègues malfrats, soit par quelqu'un de sa famille. Et lui, il a été suspecté parce qu'une caissière du Delhaize est certaine de l'avoir vu le jour des attaques en repérage dans le magasin. Et un garçon qui a une triste histoire, c'est le garçon qui a vu toute sa famille tuée par les tueurs fous du Brabant. Donc, ça c'était en 85, lui il dira l'avoir reconnu formellement et que c'est lui qui avait donc participé au meurtre de sa maman, de son papa et de sa sœur. Patrick Amers s'accusera également lorsqu'il a été arrêté au Brésil, lorsqu'il est arrêté avec sa femme à Rio. Il fera une interview que vous pouvez retrouver sur internet. Et alors j'ai pas retrouvé le moment où il s'accuse, mais j'ai retrouvé sur plusieurs forums des gens qui parlaient de ça. Apparemment il s'est accusé d'avoir été un membre du gang des Brabants Wallon Killer. Il a ensuite été extradé en Belgique et par contre il a plus du tout tenu ses propos relatifs à son appartenance au Brabant Wallon tueur. Quelques mois plus tard, il va se donner la mort dans sa prison, il va se pendre, s'étrangler au radiateur de sa cellule. Alors là aussi, il y a des gens qui disent qu'il a été poussé à la mort, qu'il n'est pas mort, enfin bref. Il y a plein de théories, je ne vais pas non plus rentrer là-dedans. Par contre, quelque chose qui revient tout au long de sa carrière, c'est quelqu'un qui a un fort besoin d'argent. Donc il a vraiment un train de vie assez élevé qui lui demande beaucoup, beaucoup d'argent. 150 000 €, je pense pas que c'est ce qu'il aurait volé pour autant d'attaques et laisser autant de morts. Ça me semble pas coller avec le personnage. Il a aussi, effectivement, il y a eu des morts lors de ces attaques. Il a enlevé le ministre, comme je vous l'ai dit. Le ministre a été relâché après le paiement d'une rançon. Mais je crois pas que ce soit... Enfin, après, voilà, mais à mon avis, ça colle pas trop avec le personnage. Une autre piste, là aussi, des anciens policiers, une autre piste qui a donné lieu à plein de fantasmes, plein de théories, puis qui est assez intéressante. Donc ce sont deux anciens policiers, Beyer et Bourouche, qui ont un temps été dans la police et qui se sont fait... qui ont démissionné et qui se sont reconvertis en détectives privés. En fait, ils ont bossé ensemble très très jeunes dans leur carrière de policiers. Et très jeunes aussi, ils se sont fait arrêter parce qu'ils avaient tenté de mettre un micro dans le bureau d'un gradé. Ensuite, ils vont donc ouvrir une agence de détectives, particulièrement pour traquer des personnes ou des hommes qui tromperaient leurs femmes. Mais bon, ils ont des méthodes un petit peu discutables, dans le sens où ils engagent des prostituées qui tentent de séduire les hommes qui sont censés suivre. Enfin voilà un petit peu les personnages. Ils sont connus aussi pour des vols. Ils sont amateurs d'armes tous les deux, donc ils ont volé passablement d'armes. C'est des types assez louches, proches des groupes d'extrême droite. Les groupes d'extrême droite, on va aussi beaucoup les retrouver dans l'enquête, dans les différentes enquêtes qui ont été faites autour des Brabants Wallon Killer.
Et puis, ben, ce sont des types, ouais, donc, comme je vous l'ai dit, assez louches et qui sont aussi mêlés à des affaires de meurtre. Comme par exemple l'un de leurs amis, Mendes, qui était un ingénieur qui a été tué, mais un petit peu après les attaques. Et on a toujours pensé que ce monsieur avait été tué parce qu'il savait beaucoup de choses sur les tueurs fous du Brabant. Et d'ailleurs, ce monsieur était donc un ami de Bouhouch et il avait une grande collection d'armes. Et cette collection d'armes a été volée. Et lorsque il a appris le vol de sa collection d'armes, il a tout de suite soupçonné son ami Bouhouch, donc l'un des deux anciens policiers. Et il se trouvait au Panama lorsque les attaques de 85 ont été perpétrées. Et apparemment, il aurait fait une véritable crise de panique lorsqu'il a appris les attaques qui avaient été faites, pensant que les armes qui avaient été volées chez lui auraient pu se retrouver mêlées à ces braquages. Ce qui est intéressant aussi dans la piste bouche de Beyer, c'est que donc quand ils ont été interrogés pour les meurtres dont on les a soupçonnés, et puis certains vols, on a retrouvé chez Bouhouch des armes qui auraient pu donc avoir eu enfin, qui auraient pu servir aux attaques, mais ça n'a pas été le cas. Par contre, on a retrouvé des plaques d'immatriculation qui avaient des défauts similaires aux défauts qu'on a retrouvés sur la Saab, l'une des voitures qui avait servi lors des attaques des Brabants wallons. Et donc ça a éveillé un petit peu les soupçons de la police. Ces plaques avaient été aussi vieillies artificiellement. Et la technique qui avait été utilisée pour les plaques retrouvées chez Bouhouch était la même technique que les plaques retrouvées sur la Saab. Donc ouais, c'était assez bizarre. En 94, les deux, Beyer et Bouhouch, ont été jugés pour différentes implications dans des attaques et des meurtres, comme le meurtre d'un convoyeur lors d'une attaque. Et puis ils ont été, je crois, tous les deux jugés, enfin jugés, ça c'est sûr, mais ils ont eu une peine de prison de 14 ans. Et par contre, ils sont étonnamment ressortis tous les deux au bout de 5 ans. Et puis, ils ont tous les deux mené leur petite vie tranquillement. Bouhouch est mort écrasé sous un des arbres qu'il était en train d'élaguer. Il était parti vivre en France après tout ça. Et ça aussi, ça a donné lieu à plein de théories parce que je crois qu'on a retrouvé son disque dur avec des données effacées. Enfin, c'était assez étrange. En tout cas, son voisin lui disait qu'il avait l'habitude de le voir élaguer ses armes de manière assez dangereuse. Donc, ça colle aussi avec l'accident. Voilà. Un autre détail, c'est que Bouhouch, lorsqu'il s'est retrouvé en prison, donc durant les 5 années qu'il a fait en détention, il a proposé son aide à la police. Il a dit à la police qu'il pouvait avoir des détails, des indices qui pourraient mener au tueur fou du Brabant. Apparemment, la police n'a pas du tout voulu rentrer en discussion avec lui et n'a pas du tout voulu prendre son aide en fait. Ouais, comme je vous l'ai dit, il y a eu plein de gens qui ont été suspectés. Je lisais sur un forum un monsieur qui disait que probablement qu'à peu près tout le monde a été suspecté en Belgique. Et il faut dire qu'en Belgique, il y avait passablement de bandes criminelles qui sévissaient à cette époque. Donc, il y avait une autre bande, la bande des Barod, qui a été qui a aussi été soupçonnée pendant longtemps, surtout Philippe de Sterck. Et lui, donc il a été longtemps soupçonné. Un autre membre de sa bande a été soupçonné un petit peu plus tard. En 2001, tout le monde cette bande a fait l'objet d'un non-lieu. Et en 2010, l'un des membres de la bande aurait été reconnu sur les portraits robots. Alors pourquoi les portraits robots en 2010? Petit détail assez important. Certains des portraits robots qui tournent sur les Brabants les tueurs fous du Brabant ont été faits donc dans les années 2000 donc par des victimes, hein, mais sous hypnose. Donc c'est pour ça que ces portraits robots sont sortis très tard. C'est aussi des portraits robots qui donnent lieu à des controverses où certains disent que les victimes auraient pu avoir des images déjà dans la tête. Enfin, on crée des images. Bref, voilà, en tout cas en 2010,
un des membres de la bande a été soi-disant reconnu, son nom a été un peu jeté en pâture, mais je crois que c'est l'ADN là qui l'a totalement disculpé. Lors de cette nouvelle diffusion de portraits robots, un autre malfrat très connu, un braqueur je crois, Jean-Marie Tinck, a été lui aussi suspecté parce que très ressemblant à l'un des hommes qui avait été dessiné lors de la mise sous hypnose de l'une des victimes. Une autre piste qui a été très explorée mais qui donne lieu à plein de ramifications, c'est la piste de l'extrême droite. Dans les années 80 en Belgique, il y avait énormément de groupuscules d'extrême droite. Là aussi, je pourrais faire presque tout un épisode là-dessus. L'idée, c'est que peut-être des groupes d'extrême droite auraient voulu déstabiliser l'État belge avec ces attaques. Et puis, l'idée, en tout cas, elle séduit passablement la police, même si l'enquête n'a pas beaucoup été orientée vers cette piste. En tout cas, il y a un membre du front de la jeunesse qui ressemble énormément alors là, je crois que c'est plutôt un des anciens portraits robots. Et par contre, lui, il n'a jamais été interrogé en lien avec cette affaire. Il a été assassiné par sa femme en 91. Et c'était assez... Ouais, en 80, non, en 91 plutôt, effectivement. Et puis, il a été assassiné dans des circonstances assez étranges. Je crois qu'elle a été reconnue coupable du meurtre, mais qu'elle n'a pas eu de peine de prison. Son procès s'est déroulé à huis clos. Donc là aussi, c'était un truc assez bizarre. En tout cas, c'est quelque chose qui reste, cette piste de l'extrême droite. D'autant que beaucoup les voitures qui ont été abandonnées par les Brabants Wallons Killers l'ont été dans des endroits qui sont connus comme des terrains d'entraînement de l'extrême droite. Après, il y a aussi la possibilité que ça ait été fait pour brouiller les pistes. Mais il y a d'autres personnes liées à l'extrême droite, comme un autre ancien policier, je vous ai dit, c'est pas les seuls, il y en a beaucoup impliqués dans cette affaire, donc lui c'est Martial Lequeux qui est extradé, qui vivait aux États-Unis, pas du tout extradé, mais qui vivait aux États-Unis. Et lui, il parle d'un coup d'État qui avait été organisé et qui devait être mis en place en Belgique fin des années 70, début des années 80. Donc le coup d'État était très très bien organisé, tout avait été fait pour que on puisse, ce groupuscule, ce groupe d'extrême droite puisse mettre un ministre à la tête de la Belgique. Apparemment, donc en tout cas le coup d'État n'a pas eu lieu, mais apparemment ce qui s'est passé, c'est que la personne qui avait été retenue pour être le ministre, le chef qui devait être mis en place par le groupe, a refusé le poste et c'est le ministre qui avait été enlevé par la bande de Patrick Hamers. Ouais, il y a plein de ramifications, donc cette histoire elle est juste passionnante. Du coup, le coup d'État a été laissé de deux côtés et ce Martial Lequeux raconte cette histoire bien des années plus tard. Lui, ce qui est étonnant, c'est qu'il ne travaillait pas lors de chacune des attaques, il ne travaillait pas. Donc ça pourrait coller aux tueries du Brabant Wallon, aux tueries des Brabants Wallons Killers. Ensuite, il y a le WNP, c'est un groupe de néo-nazis dont le chef s'appellerait Paul Latinus. Là, c'est aussi un groupe qui aurait des membres affiliés à la sûreté de l'État. Donc c'est... Ouais, il y a beaucoup de policiers, voilà, je vous laisse sujet, qui étaient donc officiellement reconnus comme membres de ce groupe. Alors, soi-disant, c'était pour des fins d'infiltration. Ça, c'était un petit peu l'excuse. Ensuite, ce qui était étonnant avec ce groupe, c'est qu'on a su que ce groupe avait été mandaté pour surveiller certains des magasins qui ont été attaqués et pour voir combien de temps la police aurait mis pour débarquer sur place. Donc ça, c'est assez louche aussi, mais malgré tout ça, malgré toutes ces déclarations, on n'a jamais pu les relier aux attaques du Brabant Wallon Killer. Seule chose peut-être, c'est que les membres de ce groupe de néo-nazis étaient plutôt violents, même franchement violents, avec des types pas très stables en fait, qui pouvaient être capables de faire une attaque pour pas grand chose et de tuer comme ça un petit peu froidement des gens. Voilà.
Après, il y a quelques théories que je vais vous exposer un peu en vitesse parce qu'il y en a vraiment, mais des tonnes en tout cas, mais il n'y a rien à mener, jamais à rien. Mais il y a des théories assez intéressantes qui ont quand même été un temps suivies par la police, comme par exemple des attaques visées sur les Deleuze. C'est intéressant, sur toutes les attaques, il n'y a eu que 2 attaques qui ont été faites sur un autre magasin, le Colruyt. Donc c'est un peu... on pourrait se dire que finalement les Deleuze étaient particulièrement visés. Et les Deleuze étaient également présents aux États-Unis. Donc un temps, il s'est imaginé, enfin les gens ont imaginé, parce qu'il y a eu quelques problèmes avec des syndicats américains, que ces syndicats seraient venus se venger sur le territoire belge pour faire pression sur le groupe Deleuze. Voilà, après, je sais pas. En tout cas, la police a analysé la comptabilité des magasins en 97, mais n'a trouvé aucune trace de rançon payée ou de choses comme ça. Voilà pour cette théorie venue des États-Unis. Encore une théorie assez intéressante, c'est celle de Bruno Van der Run. Lui, c'est aussi un braqueur qui aurait avoué, enfin déjà il se serait vanté à plusieurs personnes d'avoir participé à l'attaque de l'armurerie de Decazes en 82. Et en prison, quand il a été en prison pour d'autres faits, il aurait réitéré ses aveux devant le directeur de la prison et une assistante sociale. Ce qui est drôle, c'est que le directeur de cette prison a été lui-même soupçonné des années plus tard comme ayant fait partie ou étant peut-être à l'origine des tueries du Brabant. C'est assez fou. Lui, c'est donc ce directeur de prison, c'est Jean Bulto, et il était proche de la mouvance néo-nazie. Voilà, encore une dernière piste qui m'a semblé très intéressante. Il y a toute une interview d'un policier qui raconte, lui c'est une piste française, il parle d'un gangster français. Je ne vous donnerai pas son nom parce qu'il ne donne pas son nom dans le reportage, mais vous retrouverez facilement son nom. Bref, ce monsieur aurait... Déjà, c'est un type assez taré, enfin voilà, un braqueur sans foi ni loi, un petit peu comme ça, qui aurait pu participer aux attaques. Et étrangement, il était en prison en 84 et une partie 85 au moment où les attaques se sont arrêtées. Donc, plusieurs détails font penser à ce policier. Je vous mettrai le lien dans la description que ce monsieur pourrait être impliqué dans les attaques du Brabant wallon de 84, enfin toutes les attaques du Brabant wallon. Voilà, c'est un petit peu tout. Je veux juste rajouter quelques petits détails. Juste une chose, c'est parce que j'ai trouvé, enfin vous trouverez aussi si vous allez rechercher là-dessus, une piste libyenne qui mêle Kadhafi. Donc il y a vraiment eu de tout. Et je crois même qu'il y a eu un livre qui est sorti ou qui va sortir, ou il me semble que j'ai trouvé 2018, il faudrait que je fasse des recherches au sujet de cette piste libyenne qui apparemment pourrait être très intéressante avec Kadhafi qui avait donc des agents secrets dans tous les pays et qui auraient pu être à l'origine de ces attaques. Voilà un petit peu les principaux axes d'enquête, parce qu'il y en a d'autres. Voilà, c'est un petit peu tout pour ces tueurs fous du Brabant. Il y en a eu d'autres, des suspects, il y en a eu plein d'autres. Si vous cherchez un petit peu sur certains forums ou certains sites dédiés aux tueurs fous du Brabant, il y a eu plein de pistes qui ont été explorées, mais il y a aussi eu plein de ratés et plein de manquements dans ces enquêtes. Voilà, comme par exemple le Bouge qui voulait donner un coup de main, la police qui n'a pas voulu suivre. Enfin, voilà, il y en a plein d'autres, des détails comme ça. C'est une affaire passionnante. Je crois que je pourrais passer des heures à lire les forums consacrés à cette affaire et autres livres et sites. J'espère que cette affaire vous a plu. N'hésitez pas à donner d'autres détails dans les commentaires. J'espère vous retrouver tout bientôt pour une nouvelle histoire de crime et enquête. Merci encore de m'avoir suivi et bonne soirée. He did say something once.